Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fatigué par les conférences où l'on n'apprend plus grand-chose. L'idée derrière les No Bullshit Conference, c'est d'identifier les sujets porteurs qui font du sens dans vos métiers et de faire intervenir des speakers de renom pour en parler sans langue de bois, sans arrière-pensée commerciale. Aujourd'hui, nous accueillons sur scène Pierre Noisa, l'un des cofondateurs de Paymium, la première plateforme de trading de Bitcoin née en France dès 2011. On va donc parler sans bullshit de crypto-monnaie. C'est parti. Ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui est la réalisation d'une vision, qui est qu'on est en train de voir se développer ce qu'on appelle maintenant, nous, dans l'écosystème, l'Internet de la valeur, qui succède donc à l'Internet, je dirais, qu'on connaît, qui est celui de la publication, le web, hein, pour faire court. Donc le web, c'était à peu près 20 ans pour se déployer. C'est tout un stack de protocoles différents qui sont empilés. C'est quelque chose dont, en 1994, M. Terry disait qu'on ne pourrait jamais faire de services commerciaux parce qu'il n'y aurait pas assez de qualité de service, il n'y aurait pas de sécurité sur un réseau ouvert. Ça, c'était le rapport Terry au Premier ministre en 1994. Et avec Bitcoin, c'est une autre variante d'Internet qui se développe, qui est ce qu'on appelle, nous, l'Internet de la valeur, avec, pareil, un empilement de protocoles, à commencer par Bitcoin, qui est ce qu'on appelle un protocole de base, un base layer, et puis d'autres qui sont en cours de développement, qu'on appelle plutôt layer 2, qui sont off-chain, hein, donc qui sont pas forcément sur une blockchain, tout ne passe pas par la blockchain, et qui permettent à ce moment-là de passer à l'échelle. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de construire. Donc dans ma vision, enfin, qui est partagée par pas mal de gens, heureusement, mais pas par les banquiers centraux, hein, eh bien, on aura bientôt une foultitude de monnaies numériques en fait, à notre disposition, qui seront disponibles dans ce qu'on appelle communément un wallet, c'est-à-dire un porte-clés, hein, porte-clés numérique, et ce seront des monnaies mondiales, hein, ce seront des monnaies transnationales, parce que Internet, par construction, c'est pas limité par des frontières nationales, donc il faut commencer à intégrer cette nouvelle dimension. Donc c'est une nouvelle forme de souveraineté, hein, parce que la monnaie, effectivement, c'est lié à une souveraineté, qui ne sera pas celle d'un État, ce qui n'empêchera pas les États de continuer à émettre leur monnaie, hein, bien entendu, puisqu'en fait, chacune de ces nombreuses monnaies qu'on utilisera sera liée à une communauté. Donc pourquoi pas la communauté nationale? Effectivement, pourquoi pas la communauté européenne, hein, bien sûr. Donc l'euro continuera à exister, sauf qu'il faudra qu'il s'habitue à ce que le monopole qu'on connaît aujourd'hui s'effrite et finisse par disparaître. C'est ça la vision qu'on a, et je pense qu'il faut... Alors on peut résister, on peut essayer de mettre la ligne Maginot, ce qui est un peu la tactique des banquiers centraux en ce moment, c'est-à-dire de faire peur, comme on a fait peur à propos d'Internet, à propos du téléphone mobile, à propos de toutes ces technologies. Alors on peut faire l'imagino, ou on peut essayer au contraire de s'adapter plus vite que les autres pour essayer de bénéficier, de se placer dans les meilleures conditions par rapport à cette vision qui est en train de se réaliser. C'est le mot bulle, hein, qu'effectivement, on nous ramène souvent à la bulle, à l'histoire des tulipes au XVIIe siècle, etc. Ça revient. Je crois qu'il y a des centaines de milliers de pages sur Internet à ce sujet. Donc, je ne vais pas être le premier à essayer d'y répondre. Donc, d'abord, ça occulte totalement le fait qu'il y a un réseau, hein, derrière tout ça. C'est-à-dire, bon, les tulipes, les bulbes, il n'y avait pas vraiment de réseau, hein, je crois. Donc, il y a déjà une différence physique, je dirais presque, hein, entre ces deux phénomènes. Et surtout, on est face à quelque chose qui n'a pas de précédent, contrairement aux tulipes. Qui sont quand même assez anciennes. Bitcoin, ça date de 2008 et il n'y a pas vraiment de précédent. Donc, on ne sait pas mettre de prix sur un truc aussi nouveau qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de comparable, hein, comme on dit en économie. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de comparable, on est dans une phase qu'on appelle, nous, de price discovery. C'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre un prix sur quelque chose qui est très difficile à pricer. Alors, souvent, je pose la question à l'inverse. C'est-à-dire, je demande, par exemple, à un directeur informatique, combien ça coûterait de construire un réseau sécurisé, mondial, qui permet de faire des transactions, d'envoyer un message à l'autre bout du monde instantanément, et donc qui soit disponible 7 jours sur 7, 365 jours par an, avec un downtime de quelques heures en 9 ans. Hein. Et vous demandez à votre DSI de vous faire un devis. Voilà. Et voilà, on verra avec quel prix il reviendrait pour faire une telle chose. Et là, je ne compte pas les coûts marketing, hein, je parle juste des coûts techniques de mise en place. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui a de la valeur. On ne peut pas juste dire... parce que j'entends souvent derrière cette histoire de bulle, c'est il n'y a pas de collatéral.
Il n'y a pas de collatéral. Bah si, il y en a un, il y a un réseau. Et le réseau, l'utilité, le Bitcoin, c'est ce qu'on appelle nous un utility token, c'est-à-dire ça fait marcher le réseau. J'en ai besoin du Bitcoin pour faire marcher ce réseau, pour l'utiliser en fait. Ce que les informaticiens appellent parfois une clé d'API. Hein, c'est ce qui me permet d'utiliser l'ordinateur en question, puisque Bitcoin peut être vu aussi comme une espèce de super ordinateur distribué. Donc le collatéral, c'est le réseau. Et ce réseau, il a une vraie valeur qu'on est en train d'essayer de découvrir aujourd'hui, ce qui explique les hauts et les bas, ce qui explique la progression. Alors c'est intéressant de voir d'ailleurs sur une échelle logarithmique l'évolution du prix, parce que sur l'échelle logarithmique, on voit très bien la progression à peu près, du coup c'est à peu près linéaire, parce qu'on est sur une technologie exponentielle. Mais effectivement, si on regarde sans l'aspect logarithmique, on a plein évidemment d'oscillations. Voilà, on ne sait pas dire combien vaut le Bitcoin aujourd'hui et combien il vaudra à terme, quand ça va se stabiliser, parce qu'à un moment, le prix, on finit par le découvrir, il finit par être connu. Et une autre façon de se poser cette question, c'est de dire combien vaudrait le web si je devais mettre un prix sur le réseau web. Hein, ce serait intéressant. Je ne sais pas mettre un prix sur le réseau web aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de token pour accéder au web. Ça fonctionne, je dirais, sur une autre construction qui n'existait pas à l'époque où ça a démarré. Il n'y a pas de clé d'API générale pour le web. Il y a des clés d'API pour les serveurs du web, mais il n'y a pas une... Google, par exemple, fait payer ses clés d'API avec ce qu'on appelle les Google Maps Credits, par exemple, qui sont des formes de tokens propriétaires Google. Mais il n'y a pas sur le web une façon de valoriser le web. Par contre, sur Bitcoin, eh bien, effectivement, il y a cette valeur qui fluctue et qui nous fait dire que, enfin, pour ma part, je ne pense pas qu'on ait atteint le point d'équilibre. Je pense qu'on est une espèce de courbe en S. Il y aura une asymptote à un moment, mais on est très loin de savoir combien ça vaut. En fait, il ne se passera rien, parce qu'aujourd'hui, le marché a déjà intégré le fait qu'il y avait 21 millions de bitcoins à terme. Le fait qu'il n'y en ait que 17 millions aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Et la quantité, l'important, c'est qu'elle soit limitée. Ce n'est pas le fait qu'il y en ait plus ou moins, puisque c'est divisible à l'infini, cette histoire, ou quasiment à l'infini. Donc, il n'y a pas de sujet sur la divisibilité des bitcoins. C'est un de ces propriétés qui est d'ailleurs très intéressante, hein, qu'on ne retrouve pas avec d'autres supports de valeur comme l'or, par exemple, qui est très difficile à diviser. Bitcoin, ça se divise sans problème. Donc, il n'y a pas de notion de valeur particulière attachée à cette quantité. Par contre, l'important, c'est qu'elle est limitée. Et effectivement, du fait qu'elle est limitée, ça permet de donner une mesure de la valeur du réseau. Si on était sur une émission illimitée, comme avec l'euro, par exemple, ou les monnaies traditionnelles, disons, du coup, ça devient très compliqué. Il faut un banquier central, évidemment, pour orchestrer à ce moment-là la création monétaire. À partir du moment où elle est algorithmique et limitée, il n'y a pas besoin de banquier central, et c'est évidemment une condition essentielle de la décentralisation d'avoir cette quantité limitée. Et il ne se passera rien à l'horizon de 2140 parce que à ce moment-là, tous les bitcoins seront en circulation et le business model des mineurs ne sera plus le même. Le business model des mineurs à l'horizon 2140, c'est qu'ils offriront des services. Ce seront des gens comme Paymium qui offrent des services sur le réseau. Je vous rappelle que le réseau email, par exemple, fonctionne avec des serveurs gratuits. Hein, sur un autre business model qui est celui de la publicité. Il est très possible que des wallets, par exemple, se développent sur un modèle publicitaire et donc minent pour faire fonctionner le réseau, sans toutefois percevoir de nouveaux bitcoins, mais en prenant des commissions sur les transactions, tout simplement. Donc c'est juste une évolution du business model qu'on va observer, mais ce serait naïf de penser que parce qu'il n'y a plus de création monétaire, tout va s'arrêter. Au contraire, ce sera un point d'équilibre et à cet horizon, on peut penser que le réseau sera vraiment exploité à fond. Ah non, parce que ces acteurs qui vont offrir des services sur le réseau Bitcoin, comme je disais, d'autres offrent des services sur le réseau email, eh bien, ils vont miner. Donc, le minage va continuer. Il y aura toujours une dépense énergétique pour protéger la sécurité des transactions. Donc, il n'y a pas de raison que le réseau change ses propriétés changent fondamentalement. Donc, sa valeur ne va pas changer fondamentalement. Donc, le prix du Bitcoin ne va pas changer fondamentalement. Voilà, je ne vois pas de logique à dire que... En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on subventionne le minage avec la création monétaire, il faut le voir comme ça. C'est de la théorie des jeux, c'est juste pour qu'il y ait des mineurs. Sinon, au début, il n'y a pas de service, donc il n'y a pas d'autre incentive pour les mineurs que de miner, effectivement, que la création monétaire, je veux dire. À partir du moment où il y a des services qui se développent à horizon 2140, il n'y a plus besoin de subventionner le minage, puisque des services se sont développés à ce moment-là. Donc, c'est juste cette transition-là qui va s'opérer dans les prochaines années. Les mineurs vont valider ensemble des transactions, vont faire des calculs compliqués, de manière à ce que quelqu'un qui arriverait en disant « je veux fabriquer une autre blockchain », veut changer l'ordre des transactions, aurait des grosses difficultés, il se heurterait à cette barrière physique qui est la dépense énergétique
pour produire ces preuves de calcul. Pour nous, la preuve de calcul, c'est évidemment la sécurité du réseau. Donc la preuve de travail, le minage, donc, qui consiste à calculer ces preuves, c'est ce qui protège la sécurité du réseau, en gros, donc pour faire court. Mais attention, ce mécanisme est très particulier dans le sens qu'en fait, on veut geler les transactions dans un certain état. Donc, c'est un frigidaire, si vous voulez, du point de vue thermodynamique. Et un frigidaire, et il y a M. Carnot, un grand physicien français de l'époque de Bonaparte, qui a énoncé un principe de thermodynamique qui s'appelle le deuxième principe de la thermodynamique, qui est qu'on ne peut pas faire tourner un frigidaire sans dépenser de l'énergie. Donc, vous ne pouvez pas faire l'équivalent de Bitcoin en disant « moi, j'ai fait un système génial, ça ne dépense pas d'énergie et je fais la même chose que Bitcoin ». Non, vous allez faire quelque chose, sans doute très intéressant, mais ce ne sera pas Bitcoin, ce sera autre chose. La caractéristique donc, de ce protocole Bitcoin, c'est le fait qu'il y a cette barrière physique, un peu comme le coffre-fort, où vous mettez vos valeurs. Là, c'est l'énergie qui est une valeur universelle. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est un concept important. C'est que si on dit le calcul doit dépenser quelque chose de très particulier, je ne sais pas quoi, mais voilà, un truc qui a autre chose que l'énergie, en fait, du point de vue économique, il n'y a que l'énergie qui a une valeur vraiment universelle, qui est utile partout. Sinon, on trouve des biens qui sont plus ou moins utiles suivant l'endroit où on se trouve. Donc tout ça, c'est des concepts assez abstraits, mais avec Bitcoin, on a une mise en œuvre très, très pratique. Et en fait, on est dans une expérimentation, dans une démarche d'expérimentation depuis maintenant, donc, voilà, pas mal d'années, 9 ans. Et ce qu'on constate, c'est que l'expérimentation, elle marche. Alors c'est ça qui dérange tellement monsieur le banquier central, c'est que ça marche. On a coutume de dire aussi Bitcoin, ça ne marche pas en théorie, mais ça marche en pratique. Évidemment, on s'interroge sur les conséquences environnementales de ce qu'on fait de manière générale, et en particulier si on y consacre, s'y consacre à plein temps, comme c'est mon cas. Donc évidemment, ce n'est pas le cas. Au contraire, Bitcoin est plutôt une amélioration, je dirais, par rapport au système traditionnel. Il faudrait savoir combien consomment les systèmes, donc de l'euro en particulier, et du dollar. Ce serait intéressant d'avoir ces chiffres qui sont, je ne vous cache pas, très difficiles à trouver, bizarrement. Donc ça, c'est la question qui est posée. Moi, je me suis livré à quelques calculs et d'autres gens, et on observe que, par exemple, c'est la consommation... alors, le numérique, globalement, ça consomme de l'énergie. Évidemment, Skype, ça consomme de l'énergie, mais en même temps, quand les gens font un Skype, ils ne prennent pas l'avion pour se voir. Donc, il faut analyser un système numérique aussi par rapport au système dont il est un substitut. Donc, pour Bitcoin, il faut voir de quoi Bitcoin est un substitut. Donc, comme je disais, c'est des coffres, c'est de l'or, par exemple, l'extraction minière de l'or, le transport, la logistique de l'or, etc. C'est tout ça qu'il faut observer quand on... Et en termes de consommation, on a calculé que c'était en gros la moitié de ce qu'on consomme Google. Donc, le web, si on regarde la consommation du web, par exemple, et bien évidemment, les chiffres sont astronomiques. Ce ne serait plus la Bulgarie, ce serait peut-être... voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais ce serait un pays beaucoup plus grand que la Bulgarie si on regarde la consommation du web. Donc l'Internet de la valeur va consommer de l'énergie, c'est sûr, comme le web consomme de l'énergie, mais le bilan énergétique à la fin, par rapport à l'existant d'avant, est plutôt plus favorable avec Bitcoin qu'avec les systèmes traditionnels qu'on connaît. Ça, c'est les calculs que j'ai faits, que j'ai déjà publiés. Et comme je le disais, à un moment, il fallait juste regarder la consommation des distributeurs de billets, et on arrivait presque au même chiffre que le minage. Donc, il faut vraiment prendre ces chiffres avec beaucoup de pincettes. Moi, je ne demande qu'à faire que quelqu'un se livre à l'analyse précise de la consommation des systèmes existants par rapport à ce qu'on propose. Alors, l'autre chose, c'est qu'on ne tire pas c'est pas linéaire. La consommation énergétique de Bitcoin ne va pas augmenter avec le nombre de transactions, contrairement à ce que suggère ce genre de personnes. Voilà, ces propagandistes. Bien sûr que non, puisqu'on va faire... le layer 2 dont je parlais, il n'y a pas de minage. C'est-à-dire que dans cette pile d'empilement de protocoles, les protocoles qui vont permettre de passer à l'échelle ne nécessitent pas de minage. C'est particulier, en tout cas, supplémentaire. Par exemple, Lightning Network, qui est le réseau qui est en train de se construire sur le réseau Bitcoin pour faire passer à l'échelle, eh bien, il n'y a pas de minage sur le réseau Lightning. Le minage se passe au niveau du réseau Bitcoin. Donc on peut passer à l'échelle et traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde, des transactions Bitcoin avec cet Internet de la valeur, cet empilement de protocoles, mais on ne va pas augmenter la consommation énergétique du minage pour autant.
Voilà. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on analyse ces questions d'environnement qui sont extrêmement compliquées. L'autre angle que je veux souligner, c'est qu'en plus, Bitcoin peut contribuer au déploiement d'énergie alternative. Je m'explique. Si vous vous projetez de faire de la géothermie dans votre jardin, vous allez avoir un gros problème qui est celui de la distribution, de raccordement à un réseau de distribution. Donc vous allez avoir un business plan aujourd'hui qui va être extrêmement compliqué parce que vous saurez vendre l'énergie aux heures de pointe, puis le reste du temps, elle va être perdue. Parce que la géothermie, ça marche 24 heures sur 24. Vous allez installer donc une usine à géothermie, mais voilà, votre business plan va être assez moyen. Alors que si vous mettez un équipement de minage derrière, ce que vous allez pouvoir faire, c'est financer cette nouvelle infrastructure alternative en attendant qu'elle soit mieux connectée au réseau, ce qui va prendre du temps en général. Et surtout, vous allez pouvoir optimiser son rendement aux heures creuses. D'accord ? Donc vous allez améliorer le business plan de votre projet de géothermie, qui est une énergie renouvelable. Vous n'allez pas... Donc votre minage n'impactera en rien l'environnement dans ce cas-là, puisqu'on a une énergie renouvelable qui ne pollue pas. Et vous avez favorisé le développement d'une énergie alternative. Les Chinois ont commencé le minage parce qu'ils avaient des centrales hydrauliques qui étaient mal connectées au réseau, qui étaient relativement récentes et mal connectées. Donc ils ne savaient pas exploiter l'énergie aux heures creuses. Et donc, ils ont mis du minage derrière leur centrale hydraulique et ils ont accumulé des bitcoins. Les Chinois sont des gens extrêmement pragmatiques. Ça s'est déplacé au Québec récemment pour les mêmes raisons. Parce que les Québécois ont découvert que les gens faisaient de la production d'énergie chez eux. Et donc, ils devaient organiser un peu cette production décentralisée. Et donc, plutôt favoriser les gens qui voulaient miner derrière ces équipements pour les raccorder à leur réseau, etc., que d'essayer de faire, encore une fois, une ligne Maginot par l'interdiction, je ne sais pas quoi. Donc, il y a des gens très pragmatiques dans le monde, heureusement, et moi, j'encourage des approches plutôt pragmatiques pour ce qui concerne, surtout en ce qui concerne l'environnement. Le réseau Bitcoin est un réseau où on diffuse à tout le monde la transaction. Sur le layer, la deuxième couche, on envoie la transaction du point A au point B par une mécanique de routage qui ressemble beaucoup à celle de IP. Donc, on a effectivement de fortes similitudes, comme je disais, entre le déploiement du web et le déploiement de l'Internet de la valeur. Il ne faut pas qu'on tombe dans les travers du rapport Terry que j'ai évoqué. Déjà, c'est-à-dire dire non, on ne peut pas faire des transactions sur un réseau ouvert, ça ne va pas marcher. Enfin, voilà, ce genre d'ânerie, il faudrait éviter de répéter ça et au contraire prendre à bras-le-corps cette mutation pour en devenir des acteurs plutôt que des spectateurs. C'est vraiment ça l'enjeu en ce moment. Quand on a regardé sur les auditions au Sénat, c'est devenu viral sur Internet ce qu'ils ont dit, tellement c'est drôle, quoi. Enfin, c'est drôle, mais en même temps, c'est inquiétant parce que ça montre un niveau un hiatus culturel entre les gens qui sont dedans et ces responsables qui est juste gigantesque. C'est une tentation pour le régulateur de dire je vais interdire. Alors pour interdire, quand même, faut couper Internet quand même pour interdire Bitcoin. C'est pas juste je vais interdire le réseau Bitcoin parce qu'on peut faire passer une transaction Bitcoin par email, je peux vous envoyer une transaction Bitcoin par Twitter. Enfin, il y a plein de moyens de contourner. Si on s'attaque juste au réseau Bitcoin, on va avoir un peu de mal. En plus, faire tourner un nœud ou un réseau. Après, si vous voulez, il faut couper quasiment tout le trafic peer-to-peer. C'est compliqué. Et ça reviendrait à dégrader, si vous voulez, tellement l'expérience utilisateur du web, enfin d'Internet, tel qu'on le connaît, que c'est assez peu. C'est une solution qui est assez peu pratique. Elle est envisageable, je ne vous le cache pas, elle est envisageable. La question, c'est est-ce qu'on veut aller vers ça ? C'est-à-dire faire en sorte, en gros, c'est la ligne Maginot, c'est-à-dire il faut que rien ne change. On va plutôt même régresser éventuellement par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, plutôt que de changer, d'aller dans la direction qui est indiquée. Moi, je pense que ce n'est pas pratique, si vous voulez, ces idées d'interdire les crypto-monnaies. D'abord parce qu'elles ont un effet macroéconomique qui est plutôt positif. Ça permet de bancariser des gens, par exemple, dans les pays émergents. Si on pense que les systèmes bancaires dans les pays émergents sont performants, je pense qu'il faut demander l'avis aux gens qui y habitent. Ils vous diront c'est peut-être mieux si j'ai une monnaie peer-to-peer que je peux avoir sur mon smartphone et je peux transacter avec quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas d'identité numérique, donc ne sera sans doute jamais bancarisé. Ça ramène aussi à l'analogie du téléphone, le téléphone mobile. Les gens dans les pays émergents sont passés directement de la situation « j'ai pas de téléphone » à « j'ai un téléphone mobile ». Ils ne sont pas passés par la case « j'ai un téléphone fixe ».
Parce qu'ils n'avaient pas de domicile, ils n'avaient pas d'adresse, ils n'avaient pas de link fix possible. Par contre, le téléphone mobile, c'était possible. Bitcoin, c'est pareil. Je passe directement à j'ai pas de compte bancaire, à j'ai un portefeuille Bitcoin. Ils vont pas passer par la case compte bancaire. Donc c'est ça qu'il faut envisager. Enfin, imaginer pour les pays émergents, c'est un moyen de bancariser, d'inclusion financière. Pour à peu près 2 milliards de personnes sur la planète, quand même, c'est pas négligeable. Il faut comprendre que c'est une monnaie programmable, Bitcoin, comme toutes ces monnaies numériques nouvelles. C'est programmable, donc il y a un langage de programmation sous-jacent qui s'appelle Bitcoin Script, dans le cas de Bitcoin, qui peut s'appeler Solidity pour Ethereum. Il y a Simplicity qui vient d'arriver, qui est extrêmement intéressant. Enfin, il y a différents langages qui sont associés, qui permettent d'avoir des transactions programmables. Et donc, on peut faire évoluer les modes, les usages, et en particulier passer off-chain. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais il n'y a pas de notion de sécurité. On ne dégrade absolument pas la sécurité ce faisant, évidemment. Donc, il n'y a pas de simplification ni de compromis avec la sécurité. J'observe simplement qu'avant l'invention de Bitcoin, il y avait déjà beaucoup de blanchiment. Donc, la question est plutôt, est-ce que Bitcoin a aggravé le problème du blanchiment ou pas? C'est assez peu probable qu'il l'ait aggravé, en fait, quand on regarde. Parce que quand vous faites une transaction sur une blockchain, elle est inscrite de manière indélébile dans une blockchain, quelle qu'elle soit. Donc, vous avez donc, après, vous pouvez faire tourner des algorithmes de big data sur ces blockchains et certainement tracer les transactions de manière beaucoup plus efficace que vous pouviez le faire avant avec des billets. Parce que l'outil du blanchiment avant Bitcoin, c'était quand même, et ça reste, les billets de banque. Donc, l'outil de tous les trafics, ce sont les billets de banque, qui, eux, sont intraçables. Voilà, donc ça, je ne pense pas que les monnaies numériques avec blockchain aggravent vraiment le problème. C'est un peu moins vrai pour les blockchains cryptées, parce qu'effectivement, des monnaies numériques qui ne sont pas Bitcoin, mais certaines autres, je pense à Monero et à Dash, qui sont vraiment axées sur le cryptage et qui essayent de rendre la chose plus compliquée. Mais enfin, il ne faut pas se tromper. Il y aura des outils de big data. Le numérique, ça veut dire une surveillance de masse, en fait, par les gouvernements. La société numérique, l'économie numérique permet une surveillance de masse des citoyens. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de maîtrise des données qui est très important. Parce que si on est surveillé tout le temps, des gens capturent nos données, et ce qu'on observe, donc, c'est comme Google, ils peuvent vous les revendre et vous les payer après dans les produits que vous achetez, la publicité que Google a vendue, etc. Donc cette aspiration de la valeur ajoutée, elle se produit, elle est le résultat de la non-maîtrise de nos données, de la capture de nos données. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là. Les grands enjeux, si vous voulez, sont plutôt sur les grands acteurs qui font de la capture de données de masse et qui pratiquent ce que j'appelle la surveillance de masse. Un Bitcoin, c'est un droit d'usage d'un réseau. Et effectivement, la valeur du Bitcoin aujourd'hui, elle est très liée à la valeur de ce réseau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quelle est la valeur d'un réseau qui vous permet d'envoyer de la valeur instantanément à l'autre bout du monde dans des conditions de sécurité optimales? Il n'y a jamais eu de hack sur une transaction Bitcoin, contrairement à ce qu'on lit parfois, avec une disponibilité donc 7 jours sur 7, etc. etc. Donc, cette valeur-là, elle existe. Aujourd'hui, elle est estimée, si on regarde le cours du jour, à 7 000 € pour un Bitcoin. Ça vous permet aussi de transacter à hauteur d'un Bitcoin. Si vous en voulez plus, il faut en acheter plus. Donc, ça crée une demande pour ce coin, qui est donc ce qu'on appelle un utility coin. C'est très difficile, comme je disais tout à l'heure, de dire que cette valeur n'est pas stabilisée, clairement. On ne sait pas parce qu'on découvre, mais elle n'est pas nulle. Il y a un vrai collatéral qui ne va pas disparaître du jour au lendemain, ça c'est certain. Et plus il y aura de services qui vont se développer dessus, c'est comme pour le réseau courrier électronique, si vous voulez, au début, beaucoup de gens interrogeaient, se disaient, mais quel va être le business model du courrier électronique? C'est du logiciel libre, c'est gratuit, il n'y a pas de fees, etc. Les gens en ont trouvé un, c'était le modèle publicitaire. Donc je pense qu'il y aura des modèles publicitaires, il y aura des modèles purs transactionnels, comme pour nous, Paymium, ce sera on appellerait des frais de courtage pour les échanges entre monnaies, etc. Il y aura des logiques aussi de certification de documents, parce qu'on peut donner de la valeur à des documents en enregistrant une signature du document dans la blockchain. Ça, c'est des applications assurance, smart contracts, etc. Donc, il y aura énormément de services qui vont se développer sur ce réseau. La valeur du réseau, c'est pas que le réseau physique, c'est pas que les machines, les câbles et les liens Wi-Fi, c'est aussi un écosystème de développeurs. Et aujourd'hui, alors parfois les gens d'ailleurs, à cet égard, rapprochent la situation des débuts du web encore avec Google et Yahoo. On se souvient de cette rivalité. À un moment, Yahoo s'était valorisé beaucoup plus que Google, beaucoup plus que les gens pensaient que... Parce que Yahoo, à l'époque, c'était génial, ça rapportait de l'argent. Google, ça n'en rapportait pas. Il y avait zéro revenu chez Google. Mais ce qui s'est passé, c'est que Google avait la meilleure équipe engineering.
Ils avaient juste le meilleur algorithme et les meilleurs ingénieurs. Ils étaient capables de recruter les meilleurs ingénieurs. Yahoo, ils recrutaient des ingénieurs un petit peu... Ils n'avaient pas la même culture, disons, en interne. Et c'est ça qui a fait la différence. Parce qu'à un moment, évidemment, ça bascule. Et là, après, Google, ils peuvent faire venir les marketeurs. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est sans doute la monnaie la moins bien marketée de toutes. C'est-à-dire qu'elle est diabolisée par les banquiers centraux et il n'y a pas d'équipe marketing. Moi, je ne vous dis pas d'acheter des bitcoins, par exemple. Je ne vous dirai jamais, n'achetez pas de bitcoin. Surtout si vous ne savez pas ce que c'est. C'est ça le principe. Les gens me disent, est-ce qu'il faut acheter du bitcoin? Je leur dis, d'abord, comprenez ce que c'est. Rappelons-nous que dans le monde des monnaies traditionnelles, il n'y en a que 4 ou 5 qui sont des monnaies mondiales. En gros, vous avez le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling. Enfin, elles sont 4 ou 5 répertoriées comme monnaie de réserve mondiale. Et ben, je pense que dans les monnaies numériques, il n'y en aura pas 1000 qui seront des monnaies mondiales. Voilà. Il y en aura 1000 peut-être à un moment donné qui seront en circulation, mais il y en aura certainement 4 ou 5 qui seront un peu les standards et qui s'échangeront, dont Bitcoin, dont peut-être Ether et quelques autres. Mais c'est extrêmement difficile, il faudra avoir la boule de cristal pour savoir lesquels. Aujourd'hui, franchement, je suis très très réservé par rapport à peu près à toutes celles que je vois, hormis, comme je disais, peut-être Bitcoin, Ripple, Ether, qui ont des caractéristiques propres qui méritent d'être regardées. Mais encore une fois, regarder un protocole, c'est aller dans... Le diable est dans les détails, et ces protocoles sont compliqués. Donc devenir spécialiste d'un protocole pour pouvoir prédire son potentiel, c'est un gros travail. Donc je pense que ce travail-là, effectivement, n'est pas à la portée de l'investisseur casual, enfin de l'investisseur qui n'est pas spécialisé. Et du coup, effectivement, le danger, c'est de voir des marketeurs remplacer l'information par du marketing. Alors j'ai beaucoup de respect pour le marketing, mais il faut qu'il vienne au bon moment. Venir aujourd'hui sur ces sujets, c'est extrêmement dangereux et je pense qu'il faudrait effectivement... alors s'il y a une régulation qui serait utile, c'est d'empêcher les gens de dire achetez ma monnaie parce que voilà, sur des fausses promesses. Moi, ce qui me plaît dans Bitcoin, c'est qu'il n'y a aucune promesse associée à Bitcoin. Bitcoin ne promet rien. Hein. On vous dit pas, on vous dit investissez ce que vous pouvez perdre, etc. C'est une expérimentation, je le répète à chaque fois que j'interviens. C'est une expérimentation. Il se trouve que l'expérimentation marche, mais c'est pas pour autant que c'est plus une expérimentation. Il n'y a pas de sujet, si vous voulez, par rapport à des bitcoins qui seraient perdus. Le bitcoin est divisible à l'infini, donc il n'y a pas de sujet de disponibilité de la monnaie, puisqu'on peut l'utiliser dans des fractions infinitésimales. Donc, en fait, ce n'est pas un sujet. C'est presque plutôt une bonne nouvelle quand on vous dit qu'il y en a 4 millions qui ont disparu. Ça veut dire que ceux qui restent ont encore plus de valeur. Je pense que le prix est un des indicateurs de la santé du réseau et de son développement, mais ce n'est pas le seul. Donc le prix, aujourd'hui, c'est 7 000 €. Moi, ce que je regarde, ce n'est pas juste le prix, c'est combien il y a eu de commits sur le code récemment, combien il y a eu de ce qu'on appelle de merge sur le master, c'est-à-dire comment évolue le code master, combien il y a de sociétés engagées sur Bitcoin. Ce genre de choses sont aussi importantes pour moi que le prix. Parce que le prix résulte d'acteurs qui, eux, ne sont pas forcément avertis et ne regardent pas forcément ces autres indicateurs. Après, ce n'est pas aberrant. Hein. Si on regarde macroéconomiquement, l'or, il y a 8 000 milliards, je crois, investis dans l'or actuellement. Sachant que le Bitcoin peut être un substitut de l'or parce que ça a des caractéristiques très proches, quantité limitée, etc. Et ça résout 3 problèmes fondamentaux de l'or qui sont la divisibilité dont je viens de parler, la transférabilité, c'est-à-dire qu'il y a un problème de logistique avec l'or, hein, et la vérifiabilité. C'est-à-dire que l'or, c'est très difficile à vérifier, alors qu'avec un Bitcoin, votre ordinateur le fait instantanément. Donc, vous avez donc on va observer sans doute un transfert de ces 8 000 milliards sur Bitcoin, qui aujourd'hui, je rappelle, est valorisé qu'à 100 milliards à peu près. Donc, on a un potentiel d'équilibrage entre ces deux données macroéconomiques qui sont l'argent investi sur l'or et l'argent investi sur Bitcoin, qui peut amener le Bitcoin à 100 000, voire 500 000, voire 1 million, effectivement, si on fait des projections un peu optimistes dans ce domaine. Moi, franchement, je ne sais pas ce qui va se passer. Je n'ai pas la boule de cristal, mais je dirais que les chiffres ne sont pas délirants si on regarde les chiffres de l'or. Hein, parce que les gens se disent c'est délirant d'acheter du Bitcoin. J'ai envie de dire pourquoi c'est plus délirant d'acheter du Bitcoin que de l'or. Parce que voilà. Donc c'est toujours la notion de valeur de réserve, de valeur supranationale, sachant que le Bitcoin a une autre différence avec l'or, qui est que vous pouvez faire le clearing d'une transaction indépendamment de tout système
bancaire, effectivement, ce qui du coup le rend plus liquide. Le fait que le coût de production soit tant vous dit pas la valeur du Bitcoin, à mon avis. Il n'y a pas de lien direct, en tout cas. Une valeur plancher, ça voudrait dire que si la valeur tombe, les mineurs s'en vont. Donc il y a une corrélation. Est-ce que ça représente un plancher pour autant? Comme ce plancher est variable, vous voyez, c'est là où on est plus dans la théorie des jeux. C'est-à-dire, quelle est mon incitation à miner? C'est parce que le réseau est utile et qu'il a de la valeur. La difficulté s'auto-ajuste en fonction des mineurs qui s'en vont. C'est-à-dire que si les mineurs s'en vont, la difficulté baisse, donc la consommation électrique baisse, et votre prix s'ajuste en conséquence. Donc tout ça est très flexible. Et parfois les gens me disent « ouais, mais ça augmente tout le temps la difficulté ». C'est juste parce qu'il y a des mineurs qui arrivent tout le temps. S'il y en a des mineurs qui s'en vont, la difficulté va baisser. Donc c'est auto-ajusté par le protocole. Et donc il n'y a pas cette notion de prix plancher, mais c'est plutôt un problème d'équilibre du business model des mineurs qui fait qu'ils vendent forcément à un prix supérieur à leur coût. Mais la valeur du Bitcoin, il ne faut pas se tromper, c'est lié à l'utilité du réseau, hein, bien entendu. C'est-à-dire la demande globalement pour le coin. Il y a une accélération, c'est-à-dire que le réseau Bitcoin se développe plus vite sans doute que le réseau web en son temps, donc il y a 25 ans. Ça va de plus en plus vite. Donc le régulateur va être de plus en plus en retard. Donc je pense que les mutations qu'on observe sont très rapides, en effet. La transition numérique s'accélère. Parce qu'il y a des effets exponentiels, effectivement, qui se produisent. Le simple fait que les nouvelles générations sont, par exemple, des digital natives et vont avoir tendance à adopter les choses à mesure qu'elles arrivent à des postes de responsabilité, effectivement, ça peut aller assez vite. Je pense qu'il faut une génération. Je pense qu'on est sur un cycle de 20-25 ans, effectivement, pour que ça devienne mainstream. Ça doit être à peu près ça. Mais encore une fois, c'est juste une estimation, c'est l'ordre de grandeur. Oui, le danger, c'est la centralisation, effectivement, du minage. La décentralisation, pardon, n'est jamais absolue, hein. Par exemple, sur le réseau email que je cite souvent, qui est décentralisé par design, il est dominé aujourd'hui par Google et Microsoft, hein, très, très centralisé autour de Google et Microsoft. Donc, c'est pas parce qu'un réseau est décentralisé dans sa conception qu'il va rester décentralisé pour l'éternité. Donc il est très possible qu'on observe une centralisation sur Bitcoin. J'ai envie de dire, si les Européens font comme avec le web, on va observer une centralisation autour d'acteurs américains. Hein, c'est très clair. Les Chinois seront dans leur truc avec un coin à eux et ce sera centralisé chez eux. Donc on aura une espèce de monde bipolaire comme aujourd'hui sur le web. C'est très très possible. C'est un scénario très très possible. Et effectivement, les mineurs, ceux qui produisent les chips spécialisés ont effectivement une position dominante de facto, puisqu'ils peuvent se servir eux-mêmes d'abord avant de livrer les équipements et donc prendre le contrôle du minage. Ce qui est intéressant avec le protocole Bitcoin, c'est que contrairement à d'autres protocoles comme par exemple Proof of Stake, hein, des choses qui sont... on peut désarçonner les positions dominantes. Elles n'ont pas de position dominante pour l'éternité, parce qu'il y a des moyens de contester leur domination. Alors que dans d'autres protocoles, comme Proof of Stake, il n'y a aucun mécanisme qui permet de les déloger. Donc il faut faire très attention quand on regarde un protocole, s'il est vraiment décentralisé by design, comme c'est le cas de Bitcoin. Moi, j'observe beaucoup de protocoles qui sont au contraire centralisés by design, alors même qu'ils prétendent être décentralisés. Donc c'est des questions assez compliquées, mais... on ne peut pas empêcher que Bitcoin se centralise. Je pense qu'il y aura des mouvements de centralisation, décentralisation qui vont se produire. Parce qu'à un moment, si c'est centralisé autour de certains acteurs, les utilisateurs peuvent aussi reprendre la main en minant chacun de leur côté. Ce sera encore plus vrai à mesure que la création de nouveaux Bitcoins décroît. Tout ça, il y a tellement de paramètres comme la valeur du Bitcoin dans cette histoire que c'est très difficile à... s'il n'y a plus qu'un seul mineur, il a pris le contrôle du réseau et c'est lui qui s'est devenu Visa ou Mastercard. C'est devenu l'équivalent des institutions qu'on connaît aujourd'hui, sauf que c'est une institution qui va être échappée à toute réglementation. Donc c'est embêtant, mais en même temps... Il imposerait un peu ses frais de transaction, quoi. On peut imaginer... Ouais, c'est ça. Alors après, ce qu'on peut imaginer qui se passerait à ce moment-là, c'est que les développeurs proposent un hard fork en changeant l'algorithme pour casser sa domination et rendre obsolète ses équipements. C'est déjà quelque chose qui a été envisagé précédemment. Donc il y a une sorte de bombe atomique dans ce cas-là qui dit si vous faites ça, on va changer l'algorithme de minage et votre ferme d'équipement, elle va être obsolète du jour au lendemain. Donc il y a des
C'est une menace, comme on dit aux jeux d'échecs, dont je suis un fervent. La menace est plus forte que l'exécution. Il n'y a pas besoin d'exécuter la menace pour qu'elle ait son effet. Et en fait, sur le minage, c'est peut-être ce qu'on observera. Alors les règles qui sont respectées, c'est les règles du protocole Bitcoin, effectivement. Donc ce sont des règles plutôt mathématiques, j'ai envie de dire. Et ça, chacun, si on s'intéresse au sujet, si vous faites un peu de recherche, vous allez constater qu'elles sont effectivement appliquées sur le réseau, qu'il n'y a aucun problème de hack. Vous pouvez l'utiliser. Le mieux pour s'en convaincre, c'est de l'utiliser et donc faire quelques transactions vous-même. Et au bout d'un moment, vous serez convaincu que ça marche, en fait. Vous n'aurez plus cette espèce d'image que je peux me faire pirater, etc. Alors la vraie question, c'est celle de la maîtrise par les citoyens de leurs données privées, en particulier de leurs données tout court, c'est-à-dire ne pas se faire pirater son ordinateur. Donc il y a des outils qui se développent, notamment ce qu'on appelle des hardware wallets, où on peut mettre sa clé privée, donc son secret, sur un circuit, sur une clé USB, si vous voulez. Et donc il y a un savoir-faire à développer qui passe par l'éducation du citoyen sur le numérique, qui devienne autonome, et ce qu'on appelle, nous, auto-souverain, qu'il ait son identité numérique auto-souveraine. C'est ça un des enjeux aussi de cette mutation numérique, c'est que ce ne soit pas juste l'identité que vous donne Google ou l'identité que vous donne Facebook, mais que vous-même, vous soyez en maîtrise de signer un message en disant « c'est bien moi » et ce n'est pas Google ou ce n'est pas Facebook qui signe pour moi. Donc la notion de confiance, si vous voulez, aujourd'hui, vous faites confiance à des acteurs qui sont des acteurs privés, Google, Facebook et d'autres, parce qu'ils ont un tel poids où vous dites « je peux leur faire confiance », etc. Mais globalement, dans la société numérique qui se dessine, on va te faire confiance à de plus en plus d'acteurs non gouvernementaux, qui ne sont pas des institutions. Et en fait, moi, je lui fais confiance à ce réseau justement parce qu'il n'est pas contrôlé par une institution. C'est-à-dire que souvent, les gens disent « ouais, mais ça ne peut pas avoir de valeur parce qu'il n'y a pas d'institution derrière ». Alors que c'est exactement le contraire. C'est justement la valeur vient du fait qu'il n'y a pas d'institution derrière. Puisque c'est justement parce qu'il n'y a pas d'institution qu'il n'y a pas de problématique de corruption si vous êtes dans un pays émergent, qu'il n'y a pas de problématique de fonctionnement parce que c'est ouvert le week-end, Bitcoin. Il n'y a pas de problème de gens qui ne vont pas faire ce que vous voulez au moment où vous le souhaitez. Donc c'est une évolution, c'est un nouvel outil. Mais je pense qu'il vaut mieux, comme je disais, embrasser cette évolution, essayer de la comprendre et de se l'approprier plutôt que d'essayer de la diaboliser, alors que à mon sens, elle est inéluctable. C'est ce qu'on a dit plusieurs fois. Le progrès, depuis qu'on est sorti de la savane et qu'on est devenu spécialisé, à partir du moment où vous commencez à rentrer dans une société de spécialisation, le progrès, c'est une voie à sens unique. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que la connaissance est additive et que les gens avancent, ils ne vont pas juste revenir parce que c'était mieux avant, etc. On ne remet pas le dentifrice dans le tube une fois qu'il est sorti. Donc ça, c'est une réalité. Il vaut mieux s'en convaincre que d'essayer de résister. Et si on résiste, on risque d'être juste marginalisé. Et il vaut mieux essayer de feindre d'être les organisateurs de ce chaos, pour paraphraser quelqu'un de célèbre, que de juste parler d'interdiction ou de dire je vais pas y toucher. Malheureusement, ce n'est pas du tout pertinent. Je vous donne un exemple, c'est l'identité numérique. Bitcoin, ça permet de gérer votre identité numérique de manière indépendante de Google, Facebook, que j'ai déjà cité, et de manière autonome et pour un coût quasi nul. Vous pouvez avoir une identité sur le réseau Bitcoin que vous maîtrisez vous-même. Et pour autant, la Commission européenne, encore récemment, a dit on va faire une PKI, c'est-à-dire une infrastructure d'identité numérique européenne, pour faire face à Google et Facebook. Ben non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce que les autres, ils ont si vous voulez, presque 1 milliard d'inscrits. Vous arrivez avec votre système qu'il faut lancer à coup de marketing. Nous, on a France Connect en France. C'est France Connect. Voilà. Donc non, il faut ce qu'on appelle faire un leapfrog, un saut de grenouille, comme disaient les anglo-saxons. Il ne faut pas essayer de faire ce que font les autres bien avant vous. Il faut essayer de passer à l'étape d'après. Pour essayer de au moins sur l'étape d'après, vous êtes à peu près à égalité avec les autres. Donc l'étape d'après, c'est l'identité auto-souveraine. C'est pas la PKI qu'on faisait il y a 20 ans. Voilà. Donc, mais c'est compliqué parce que quand j'appelle, j'ai un correspondant encore là au ministère qui me dit faut regarder ce truc-là, EIDAS, là, c'est un truc, ça c'est la PKI européenne. Ouais, j'ai regardé, ouais, c'est bon. Il y a un vrai hiatus culturel entre les gens qui sont dedans et ceux qui essayent de faire des régulations aujourd'hui. C'est un vrai sujet. Donc, je pense que les Américains, les Anglo-Saxons sont un peu plus pragmatiques. Ils arrivent sur les sujets avec un peu moins d'idéologie et donc ils ont tendance à prendre quand même des décisions pas trop idiotes. Et en plus, ils ont, eux, des acteurs numériques très forts qui sont
S'ils le font, il y a toujours une arrière-pensée. Et en Europe, on est un peu toujours les dindons. Il faut reconnaître qu'on est un peu toujours les dindons de la farce parce que c'est juste décalé, quoi. C'est juste très décalé la régulation, de manière générale, que j'observe sur tous ces sujets numériques. Mais voilà, donc je ne veux pas parler pour les régulateurs, mais ce que je veux dire, c'est que la régulation, elle doit appréhender le phénomène comme étant mondial et transfrontière. Il ne faut pas raisonner juridiction dans le domaine du numérique. Ça n'a à peu près aucun sens. Pour ma part, j'ai développé une application de certification des diplômes. C'est tout bête, hein, mais un diplôme papier, ça peut être falsifié, etc. Donc l'idée, c'est quand le diplôme est émis, on signe le diplôme, la version PDF du diplôme dans la blockchain Bitcoin, qui a la propriété d'être immuable, quasi impossible à trafiquer, on va dire, pour faire simple, et pérenne, c'est-à-dire qu'elle va être là, elle sera encore là dans 10 ans, 20 ans. Donc, du coup, on a un diplôme en format PDF qui devient plus sûr, je dirais presque, que la copie papier. Du coup, ça permet de s'affranchir de la copie papier. Donc, du point de vue environnemental, c'est plutôt bien. Et ça, si on le fait sur les diplômes, on peut le faire sur des tas de papiers, genre les factures, etc. Si EDF vous signe la facture d'EDF devient quelque chose de probant, etc. Donc, il y a plein d'applications comme ça qui sont pour aujourd'hui. C'est pas futuriste, c'est tout de suite qu'on peut utiliser cette plateforme pour ça. L'autre exemple que je dirais, c'est sur Ethereum, le crowdfunding, le financement participatif de projets. Ça, c'est une réalité. L'année dernière, je crois que c'était 4 milliards qui ont été levés par ce biais, par des projets, des startups. Alors qu'en 2016, ça n'existait pas. On parle d'un truc, c'est sur l'espace d'un an. Ce qui explique d'ailleurs que le cours a été multiplié par 15, divisé par 2 depuis, mais ça fait quand même x7. Hein. donc voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Il faut être très attentif à ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes qui se passent, notamment pour la monétisation des contenus sur Internet, ce qu'on appelle les micro-paiements, toutes choses qui n'étaient pas possibles avant avec les systèmes traditionnels. Donc ça c'est passionnant. Je dirais qu'il y a l'embarras du choix si aujourd'hui on veut se lancer sur le sujet. Les assurances, l'assurance qu'on appelle paramétrique, c'est-à-dire déclencher un paiement d'une assurance en lien avec une intelligence artificielle. Tous les projets liés à l'IoT, c'est-à-dire votre voiture sans chauffeur, voilà, elle va aller faire le plein, elle va payer la pompe avec une monnaie virtuelle. Hein, ça aussi, il faut s'y préparer, ça va arriver très vite. Donc vous avez plein de cas d'usage qui vont se développer et qui sont passionnants. Simplement, ils sont en cours de développement. Il y a beaucoup d'équipes très brillantes dans le monde qui travaillent là-dessus, sur ces sujets. Il est difficile même de les connaître tous, hein, mais à chaque fois on les rencontre, on est bluffé par la qualité des gens qui sont sur ces sujets. Donc c'est ça qui me fait dire, si vous voulez, qui me fait que je suis, on dit bullish, hein, comme on dit, sur le futur de cette technologie. Telegram, c'est un bon exemple de nouvel entrant qui disrupte des acteurs, si vous voulez, bien établis, hein, de messagerie sur Internet. Hein. Un nouvel entrant, voilà, qui arrive, qui lève effectivement une somme considérable, qui a une base d'utilisateurs considérable. C'est ça qui fait dire, je crois qu'ils ont plusieurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc du coup, effectivement, quand ils lancent un token tout de suite, effectivement, de la valeur et attire beaucoup de gens et potentiellement, ils peuvent effectivement disrupter sérieusement des gens comme Facebook et autres qui doivent, ou au moins obliger Facebook à penser à son ICO. Du coup, peut-être, alors que jusqu'à présent, ils étaient plutôt, on est les leaders, on va regarder ce qui se passe. Évidemment, le leader, c'est pas lui qui va initier le truc. Donc, on est au début d'un phénomène qui va arriver, c'est-à-dire que les ICO 2017, c'était des startups. 2018, ça va être des startups plus avec déjà un business, et puis 2019-2020, ça va être des boîtes comme Facebook, ça va être les boîtes du CAC 40. C'est ça qui va se passer dans les prochaines années. Donc ça, c'est encore une fois, l'Internet de la valeur dont j'ai parlé, c'est une multitude de monnaies. Donc chaque communauté devient souveraine en émettant sa monnaie. C'est pas l'inverse, c'est pas je suis souverain, donc je crée la monnaie. C'est l'inverse. Je crée la monnaie, donc je suis souverain. On a inversé avec Bitcoin le paradigme. Donc c'est ça qui va se passer, je pense, dans effectivement les prochaines années. C'est que j'attends que nous, par exemple, on reçoive des gens du CAC 40 pour dire comment on fait une ICO. On aimerait bien faire une ICO. Voilà. Il y a des consultants qui se positionnent là-dessus, vous en doutez. Mais les problématiques de sécurité, de collecte, qui sont très spécifiques aux tokens et aux monnaies numériques. Il faut maîtriser que ces boîtes-là sont pas organisées pour gérer ces tokens, etc. Mais elles vont le faire, elles vont devoir le faire. Parce que leur concurrent ou le nouvel entrant, lui, il va arriver, il va lever 20 milliards, comme vous dites, et alors qu'ils avaient prévu 2, ils enlèvent 20, quoi. Possiblement, hein, c'est ça qui est fou. Et du coup, ils peuvent disrupter Facebook.
Sans être sûr qu'elle sera créée un jour. Là. Si, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Je pense qu'ils le feront. Mais là, ça revient à la question sur la confiance. La confiance, elle existe, puisque les gens investissent dans ces boîtes-là, alors qu'il n'y a aucune institution derrière, il n'y a pas d'AMF, il n'y a pas de ni quoi ni caisse derrière. Voilà, j'espère que la promesse de No Bullshit Conference a été tenue. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo ou à vous abonner à notre chaîne, ça fait toujours plaisir et ça nous incite à continuer sur cette voie. Stay tuned.